différents membres du gouvernement et des représentants des autorités régionales et fédérales. Nous nous rencontrons à une époque difficile au moment où nos forces armées mènent une opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass. Et je vous rappelle que dès le début, le matin du 24 février, nous avions annoncé officiellement, publiquement, les objectifs de la Russie dans cette mission. C'est aider le peuple du Donbass qui, pendant 8 ans, a été l'objet de blocades, de blocus, de bombardements, d'attentats, et ce qui a provoqué un véritable génocide. Simplement pour le fait qu'ils voulaient que leurs droits élémentaires soient respectés, parler dans la langue de leurs ancêtres, élever leurs enfants tels qu'ils le voulaient. Et les autorités de Kiev non seulement ignoraient et sabotaient la mise en œuvre des accords de Minsk pour régler cette question, mais l'année dernière, publiquement, ils ont même refusé de les mettre en œuvre. Et ils ont activé les démarches d'intégration de l'OTAN avec même la volonté de restaurer une puissance nucléaire. Et cela est une véritable menace à court et à moyen terme pour l'international, parce que si l'Ukraine avait effectivement une arme de destruction massive, elle aurait pu viser la Russie. En Ukraine, il y avait aussi un réseau de laboratoires chimiques qui mettaient en œuvre des programmes d'expérience et de recherche scientifique sur le choléra, la fièvre porcine, le coronavirus, et le secret de ces laboratoires cherche aujourd'hui à être caché, mais nous avons des renseignements très précis sur le fait qu'à proximité immédiate des frontières de la Fédération de Russie, des armes pouvaient être mises au point, et malgré nos avertissements réguliers sur la menace que cela présentait directement pour la police, l'Ukraine et ses protecteurs ont caché cela de façon tout à fait cynique. Ils ont ignoré nos avertissements. Donc, toutes les voies diplomatiques ont été épuisées et nous n'avions plus d'autre solution pour régler cette situation de façon pacifique. Et ce n'est pas notre faute, mais nous avons été donc contraints d'entreprendre cette opération spéciale et nos troupes ont été envoyées près de Kiev et dans d'autres territoires de l'Ukraine, non pas pour l'envahir, mais dans des objectifs qui ont été clairement énoncés le 24 février. En ce qui concerne la tactique des opérations militaires, et telle qu'elle est présentée par notre état-major et le ministère de la Défense, tous les objectifs sont parfaitement justifiés. Nos soldats, nos officiers font preuve d'héroïsme. Ils font tout ce qui est possible pour éviter des pertes dans la population civile des villes ukrainiennes. Et je tiens à dire aussi, pour la première fois, dès le début de cette opération dans le Donbass, les autorités de Kiev, pour éviter une effusion de sang, ont reçu une proposition de retirer leurs troupes. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc, c'est leur choix. Quand on prend conscience de ce qui se passe en réalité sur le terrain, on voit que cela est inévitable. Conformément au plan d'opération fixé au préalable, tout se déroule et je dis que l'Ukraine, encouragée par les États-Unis et d'autres pays occidentaux, se préparait à un scénario armé. Elle préparait une épuration massive dans le Donbass et ce n'était qu'une question de temps. Et notre armée a cassé ce plan. Kiev se préparait non seulement à la guerre,
mais concrètement contre le Donbass. Et cette guerre était menée. Il veut faire des actes de sabotage et de diversion en Crimée. Et les bombardements des localités dans le Donbass se poursuivaient et on sait que presque 14 000 personnes sont mortes pendant ces bombardements en 8 ans, y compris des enfants. Et vous savez qu'un tir de missile a été effectué contre Donetsk le 14 mars et qui a entraîné la mort de plus de 20 personnes. Ces bombardements se poursuivent tous ces derniers jours, indifféremment sur toutes les localités, les villages. Ils agissent comme les nazis qui agissaient dans les dernières semaines du Troisième Reich en attirant le maximum de personnes dans la mort. Donc ce sont non seulement des déclarations mensongères qui sont faites par l'Ukraine qui accuse la Russie d'être responsable du drame du Donbass, mais la presse américaine, la presse européenne a quasiment ignoré ce qui s'est passé à Donetsk. Et c'est avec la même hypocrisie que pendant ces 8 dernières années, ils ont procédé dans le Donbass en bombardant les personnes âgées, les jeunes, et tout cela est absolument inhumain. Et cette persécution contre la population du Donbass ne pouvait plus être supportée. La Russie a reconnu l'indépendance de ces deux républiques du Donbass et a signé avec elles un traité d'amitié et d'assistance. Et ces pays, ces nouvelles républiques ont demandé une aide militaire que nous avons apportée immédiatement et nous n'avions pas le droit d'agir autrement. Ce que je tiens à souligner ici, j'attire votre attention là-dessus, c'est que si nos troupes avaient opéré uniquement sur le territoire de Donbass, cette solution n'aurait pas été définitive. Cela n'aurait pas éliminé la menace qui se présente pour la Russie. Mais au contraire, je pense que le long de la frontière du Donbass, les bombardements auraient continué. C'est-à-dire que le conflit armé n'aurait fait que se prolonger dans cette hystérie du régime de Kiev. Et je pense que les autorités de Kiev auraient été encore plus agressives. Donc, nous aurions été mis devant le fait accompli que les forces offensive de l'OTAN aurait été juste aux frontières de la Russie. Et pour assurer la sécurité de notre pays, en plus de l'opération spéciale et de tous les objectifs qui ont été fixés, nous assurons la sécurité de la Russie et de notre peuple. Et nous n'admettrons jamais que l'Ukraine puisse servir de base de lancement d'agression contre la Russie. Et c'est essentiel pour la Russie, pour notre avenir, que le statut de neutralité, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, et qui sont aujourd'hui au cœur des négociations de paix, se poursuivent. Donc, cette opération se poursuit actuellement et nous cherchons toute possibilité pour préserver la vie des gens. Mais de nouveau, nous sommes convaincus que le régime de Kiev et ses patrons occidentaux qui ont incité cette campagne anti-russe, en réalité, pour eux, le sort de la population ukrainienne leur est absolument indifférent. Les néo-nazis et leurs groupes criminels provoquent aujourd'hui une catastrophe humanitaire. Et pour nous, il est évident que les patrons occidentaux incitent les autorités de Kiev à poursuivre cette effusion de sang en livrant de nouveau des armes et en apportant aussi une autre aide, en envoyant des mercenaires, des conseillers militaires. Et en plus, il y a aussi tous les instruments de sanctions économiques, industrielles, financières qui sont adressés contre la Russie. Et aujourd'hui, ils provoquent une perte d'emploi, une hausse des prix chez eux-mêmes. Donc, il ne faut pas accuser les autres et rejeter la faute ici sur la Russie.
On essaye actuellement de vous convaincre que toutes vos difficultés sont le résultat des actions de la Russie. Ce qu'on vous prend votre argent pour lutter, pour mener cette guerre. C'est faux, parce que les problèmes auxquels sont confrontés des millions de personnes dans les pays occidentaux, ce n'est que le résultat des erreurs, de la myopie des dirigeants occidentaux qui ne respectent pas la vie de leur peuple. Ils sont préoccupés par leur propre réussite. Et les données des organisations internationales montrent que les problèmes sociaux, même dans les pays occidentaux majeurs, ne font que s'aggraver. Il y a un écart un fossé entre les riches et les pauvres, entre les races. La société occidentale s'écroule actuellement. Encore une fois, je le répète, aujourd'hui, le monde souffre des ambitions occidentales, des volontés occidentales de maintenir leur mainmise sur le monde. La mise en place de sanctions, c'est encore une fois une démarche irresponsable à court terme des banques centrales occidentales et en particulier américaines. C'est elles qui sont responsables des inflations, l'augmentation de la précarité, de la pauvreté, des nouveaux flux de migrants. Et une question se pose alors, qui va répondre aujourd'hui pour toutes les morts dans les pays les plus pauvres qui souffrent de faim, de famine? Encore une fois, c'est un coup porté à l'ensemble des échanges économiques et commerciaux dans le monde. Et l'usage du dollar comme monnaie de réserve et le blocage des actifs met en doute justement la valeur de tous ces actifs. Et les États-Unis, les pays occidentaux sont en situation de défaut de paiement vis-à-vis de la Russie. Et ces actifs peuvent être volés tout simplement. Et un certain nombre de personnes ici, et je suis convaincu que c'est ce qui va se passer, les gens vont changer leur valeur sur titre, sur papier, en biens réels, que ce soit de la terre, de l'immobilier, de l'or, etc., pour combler les déficits sur ce marché. J'ajouterais aussi que l'arrestation, la saisie des actifs russes à l'étranger, c'est une leçon pour les entreprises nationales, qu'il n'y a rien de plus sûr que d'investir dans son propre pays. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, nous apprécions la position des entreprises occidentales étrangères qui, malgré les pressions éhontées sur elles, continuent à travailler en Russie. Elles bénéficieront d'opportunités supplémentaires. Et nous savons aussi ceux qui, au contraire, sont partis et ont abandonné leurs salariés et se sont dépêchés de récupérer leurs dividendes dans cette campagne anti-russe. Contrairement aux pays occidentaux, nous allons respecter le droit de propriété. Il faut bien comprendre ici que le nouveau paquet de sanctions dirigé contre nous, de toute façon, aurait été prononcé. Notre opération militaire spéciale n'est qu'un prétexte pour ces dirigeants occidentaux. Évidemment, aujourd'hui, c'est concentré autour de cela, mais vous savez que le référendum qui s'était produit d'ailleurs justement jour pour jour, il y a 8 ans en Crimée, et au moment où les habitants de Crimée et de Sébastopol avaient fait leur choix historique. Donc je le répète encore une fois, ici, il ne s'agit que de prétexte dans cette politique de contention, cette politique qui cherche à bloquer la Russie. C'est une stratégie à long terme bien réfléchie. Les dirigeants occidentaux ne le cachent même plus. Ce n'est pas que leurs sanctions soient dirigées contre certaines personnes, certains responsables de notre pays, mais c'est l'ensemble du pays qui est visé pour que chaque citoyen russe en souffre.
Et donc ces mesures sont dirigées pour détériorer la vie des habitants de Russie. Donc c'est une guerre politique, technologique et économique. C'est une guerre totale. Et je le répète encore, le beau monde occidental n'est même pas gêné de le dire ouvertement. Donc il y a ici le politiquement correct est mis de côté. On parle de propriété, de droit. Tout cela a été piétiné en quelques heures. Regardez ce qui s'est passé aussi avec les sportifs paralympiques qui ont été brimés. Aujourd'hui, on refuse d'apporter une aide médicale, on prive les gens de travail, on supprime des programmes, la culture russe, la musique russe. Et toutes les masques de décence ont été arrachées des visages occidentaux ici. Donc, ça rappelle directement les pogroms antisémites organisés par les nazis au XXe siècle. Et la politique des pays qui s'étaient alliés à l'Allemagne. Contre la Russie, on a donc une attaque massive aussi sur le plan de la cybersécurité. Et on voit ici les réseaux sociaux, les médias occidentaux, dont on voit que la neutralité n'est qu'un mythe. On censure, on publie des fake news. Donc tout cela, c'est du mensonge. Et même un réseau social américain, même ouvertement autorisé la publication de textes incitant à la haine anti-russe. Donc on voit les ressources dont dispose cet empire du mensonge. La Russie va défendre sa position partout. Notre position, elle est claire, elle est transparente. Et de plus en plus de gens écoutent la position de la Russie. Je vous le dis franchement. Après ces déclarations hypocrites faites par l'Occident dit collectif, il y aura une réponse. Ils ne veulent pas qu'une Russie souveraine, forte, puisse vivre, qui suive sa propre politique, qui défende ses intérêts nationaux. Nous nous souvenons très bien comment ils avaient soutenu le séparatisme dans le Caucase du Nord. Comme ils l'ont fait au début des années 2000, une nouvelle fois, ils le montrent. Ils veulent encore une fois user de la même stratégie. Nous transformer en pays faible, attenter à notre intégrité territoriale. À l'époque, ils n'avaient pas réussi. Et ils ne réussiront pas maintenant. Bien entendu, ils vont faire le maximum pour miser sur leur cinquième colonne, sur les traîtres nationaux. C'est ceux qui gagnent de l'argent ici, chez nous, mais qui vivent là-bas. Je ne dis pas qu'ils vivent là-bas au sens géographique, mais dans leur pensée mise en esclavage. Je ne juge pas ceux qui ont des villas à Miami ou sur la Riviera française qui ne peuvent pas se passer de foie gras ou de liberté de genre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que beaucoup de ceux, parmi eux, qui, dans leur mentalité, sont là-bas et pas ici. Ils ne sont pas avec notre peuple, ils ne sont pas avec la Russie. Et selon eux, c'est là leur, selon eux, appartenance à une race supérieure. Ils sont prêts à vendre leur patrie pour appartenir à cette caste élevée. Il veut être semblable à eux, limité. Mais soit ils ne comprennent pas, soit ils oublient que cette caste supérieure n'a pas besoin d'eux. Ils ne sont que du consommable pour eux, pour porter atteinte à notre peuple. L'Occident collectif cherche à diviser notre société, à jouer sur les pertes militaires, sur les conséquences des sanctions économiques, à provoquer des conflits sociaux.
pour parvenir à leur but. Donc c'est une destruction de la Russie qu'ils ont entreprise. Mais tout peuple, et surtout le peuple russe, sera toujours distingué des les véritables patriotes des traîtres. Je suis convaincu que cet assainissement de la société ne pourra que renforcer notre pays. Notre solidarité, notre cohésion permettront de répondre à tout défi. Encore une fois, l'Occident collectif cherche à satisfaire uniquement ses intérêts. Il est prêt à tout acheter, à tout vendre pour se défendre. Mais ils connaissent mal notre histoire, l'histoire de notre peuple. Oui, beaucoup de pays dans le monde ont consenti au fait de vivre le dos courbé et de renoncer à leur souveraineté. Beaucoup de pays vivent ainsi, malheureusement en Europe aussi. Mais la Russie ne vivra jamais dans un tel état d'humiliation. Et la lutte que nous voyons, c'est la lutte pour notre souveraineté, pour l'avenir de notre pays, de nos enfants. Nous nous battrons pour le droit d'être et de rester la Russie. Nous avons l'exemple de nos soldats, de nos officiers fidèles à la patrie. Chers collègues, il est évident que ce qui se produit marque une ligne finale à la domination occidentale sur le plan économique et politique, et met en doute en plus la validité du modèle économique des pays développés qu'ils donnent au monde. Encore une fois, l'obsession sur les sanctions n'est pas participée par les pays qui représentent plus de la moitié de la population du monde. Et ce sont des pays émergents qui aujourd'hui ont des opportunités croissantes, des perspectives. Parmi eux, la Russie. Oui, la période est difficile. Cette campagne économique contre nous, les entreprises sont confrontées à des difficultés inédites. D'abord, c'est notre système bancaire qui a été victime, mais pour l'instant, nos autorités bancaires ont réussi, en travaillant 24 heures sur 24, jour et nuit, arrivent à défendre les biens des citoyens, des entreprises. La vague suivante de sanctions avait pour vœu de semer la panique chez nos entreprises. Des milliards de roubles ont été investis. Les fournisseurs, les entreprises logistiques ont fait le maximum pour éviter des déficits au niveau du commerce de détail. Et je tiens à remercier les entreprises et leurs salariés au secteur bancaire qui, ici en Russie, non seulement réagissent de façon efficace aux sanctions, mais en plus fixent les bases pour la poursuite du développement économique de notre pays. Et je tiens aussi à remercier le gouvernement, la Banque centrale et les autorités régionales. Dans les conditions difficiles que nous connaissons aujourd'hui, vous répondez de façon responsable aux défis. Il est évident que cette blitzkrieg économique contre notre pays a été un échec et nous verrons probablement un renforcement de cette pression sur notre pays. Mais nous surmonterons aussi ces difficultés. L'économie russe va s'adapter à ces nouvelles réalités. Nous allons renforcer notre souveraineté technologique, nous allons augmenter les ressources de soutien à l'agriculture, à l'industrie, au secteur du BTP. Nous poursuivrons le renforcement des relations économiques et commerciales et notre coopération avec les organisations internationales. La structuration économique de notre pays est une tâche difficile, donc il va évidemment du chômage, de l'inflation. Et donc, notre responsabilité de minimiser ces risques, pas seulement en remplissant les obligations sociales de l'État, mais aussi en lançant de nouveaux mécanismes de soutien plus efficaces à la population. Au cœur de cette préoccupation, il y a le soutien à la maternité, à l'enfance. Vous savez que j'ai pris des décisions à partir du 1er avril d'augmenter les prestations pour les enfants de
8 à 16 ans dans des familles à bas revenus. Et cette aide sera entre la moitié et la totalité du minimum vital jusqu'à 12 300 roubles. Et ainsi, nous aurons un système unifié d'allocation et d'indemnité jusqu'à ce que les enfants puissent atteindre l'âge de 18 ans. Et ce système de soutien doit pouvoir être suffisamment flexible pour s'adapter aux différentes situations de vie qui peuvent se produire. Par exemple, des parents perdent leur travail ou perdent leur logement. Donc ici, les structures sociales doivent réagir de façon extrêmement rapide. Donc je demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de soutien aux personnes qui ont perdu leur travail. Ces programmes de mesures doivent être étendus à tous les domaines de l'activité sociale. Je comprends que ici, l'augmentation des prix porte un coup au pouvoir d'achat des familles. Donc, nous allons augmenter toutes les indemnités, et y compris les pensions de retraite et le niveau minimum vital, ainsi que le salaire minimum officiel. Je demande au gouvernement de calculer les paramètres précis. Et même dans la situation difficile, il faut qu'à la fin de l'année, nous ayons une baisse du niveau de pauvreté. C'est tout à fait réalisable. Même aujourd'hui, je demande au gouvernement et aux régions de travailler dans cet objectif. Donc cela revêt un caractère économique, évidemment, mais il y a ce caractère de justice sociale qui est très important. Beaucoup dépend aujourd'hui de l'initiative des autorités régionales. Et là, c'est une responsabilité que vous avez. Aujourd'hui, je vais signer un oukaz sur l'augmentation de ces critères d'aide sociale et de soutien sur le plan économique et social sur la base de la situation réelle sur le terrain. Je rappelle que c'est dans cette logique de suivi que nous avons et qui nous permet de suivre la situation dans les régions au niveau des municipalités que nous avons pu justement travailler contre la menace du coronavirus et aussi au niveau des organes fédéraux de pouvoir. Et je vous prie au niveau fédéral de coordonner ces efforts. Et je demande aux gouverneurs de mettre en place des états-majors de suivi du développement économique et vous, personnellement, d'assurer la gestion de ces états-majors. Ici, c'est une priorité. Il y a un rôle majeur qui est joué ici, c'est les entreprises privées pour que les PME puissent trouver une logistique adaptée, trouver des débouchés sur les marchés, des fournisseurs. Et dans la mesure où ces entreprises pourront trouver des solutions rapides, cela permettra de maintenir l'emploi pour l'ensemble de la population. Et au total, cela permet d'assurer un développement stable et dynamique de l'économie dans un respect maximal des initiatives privées. Et je demande au gouvernement et aux services de l'État qui sont concernés de poursuivre ce travail de lever les barrières administratives présentes de façon à ce que les entreprises comme les autorités régionales puissent être libérées de ces charges administratives. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est le déficit en fonds de roulement, des problèmes de crédit. Donc la Banque centrale a été obligée de prendre des mesures difficiles ici, mais je vous demande de prendre les mesures suivantes. Première chose, les entreprises qui respectent, qui honorent des contrats publics doivent bénéficier de fonds plus rapidement pour qu'elles puissent honorer leurs commandes. Et donc, augmenter le volume des avances financières à niveau d'au moins 50% du montant des marchés publics. L'octroi de ces fonds doit se faire en moins de 7 jours. Cela concerne aussi les entreprises publiques. Deuxième point, nécessaire d'augmenter les opportunités pour les PME de participer
de participer au programme de développement de nouvelles technologies avec l'octroi de ressources supplémentaires en matière de développement industriel. Donc on a des instruments qui fonctionnent bien et il faut les renforcer ici spécifiquement pour les PME. En plus, les agences régionales de soutien doivent ici bénéficier, je demande d'aide et je demande au gouvernement justement d'adapter et de développer ces instruments. Il est très important d'assurer le débouché des produits de première nécessité à l'ensemble de la population, ainsi que les médicaments et tout le matériel médical, car cela est très important pour l'ensemble de la population. Il est nécessaire aussi d'éviter l'intervention manuelle dans le règlement des questions tarifaires. Il faut qu'on ait ici des mécanismes qui fonctionnent de façon régulière. Il y a la question des exportateurs qui aujourd'hui sont confrontés à des problèmes de débouchés. Donc ici, il faut renforcer le marché intérieur pour compenser les problèmes qu'ils ont rencontrés pour leurs débouchés extérieurs, qu'il s'agit du métal, de l'essence. Et je demande à l'agence fédérale anti-monopole de suivre cette situation. Ensuite, compte tenu des nouveaux défis auxquels est confrontée la Russie, nous devons élargir encore nos programmes de développement à long terme, sur le plan fédéral comme sur le plan régional. Nous devons faire intervenir notre système budgétaire comme outil de stimulation pour encourager les projets qui doivent être mis en œuvre ici dans leur volume total. Dès décembre dernier, nous avions décidé d'envoyer des ressources supplémentaires pour soutenir le secteur du BTP. Ce qui me paraît nécessaire de souligner ici, c'est que dans la situation actuelle de difficultés de financement, ces problèmes de financement doivent disparaître au niveau fédéral. Nous avons aujourd'hui un niveau financier suffisant pour s'adapter. Le système bancaire n'aura pas besoin de faire fonctionner la planche à billets. Nous avons des revenus, des recettes qui sont suffisamment importantes. Nous avons des ressources, je le répète encore. Les difficultés aujourd'hui, c'est l'approvisionnement, par exemple, de pièces, de composants qui venaient de l'étranger. Donc aujourd'hui, les délais vont peut-être changer sur certains projets. Il va falloir donc mener un travail d'harmonisation et de développement des substitutions aux importations. Donc ici, les organismes régionaux comme fédéraux ont un travail important ici pour qu'ils puissent agir en toute flexibilité et mettre en place des programmes de soutien. Les régions ont déjà bénéficié de fonds supplémentaires et je demande au gouvernement de travailler au renforcement, à l'augmentation de ces instruments qui aident les infrastructures et aussi d'augmenter les achats auprès des entreprises industrielles russes, notamment sur le plan des transports. Donc ici, il y a des structures en matière de transport à développer. Nous allons indexer ici le budget attribué et nous allons mettre aussi d'autres outils de soutien, notamment en paiement et en report de paiement de crédits commerciaux. Donc il y aura ici des budgets gouvernementaux qui vont se substituer à certains de ces projets. Chaque cas individuel doit être examiné ici avec un résultat qui doit y correspondre. Donc il y a une ligne de crédit aussi à attribuer aux citoyens des régions de Russie avec un objectif de rendement dans cette année. Donc il faut ici une gestion flexible de tous ces programmes
pour qu'ils puissent être réalisés, et j'en ai déjà parlé. Les régions doivent disposer de la possibilité de pouvoir prendre des décisions de façon opérationnelle en faisant le choix des priorités en fonction de ce qui peut être réalisé le plus rapidement possible. Nous examinerons aussi la possibilité d'augmenter les crédits aux infrastructures. Cela est possible et il faut ici suivre de façon détailler tous ces instruments de soutien autant que c'est nécessaire. Je souligne aussi qu'il est important ici d'avoir une communication directe entre tous les niveaux de pouvoir. On a ici un schéma de travail qui doit être suivi. Ça va au niveau du Conseil d'État, il y a des commissions spécialisées. Et je demande à la commission d'administration publique de travailler avec M. Sobyanin et l'ensemble du gouvernement sur ces questions et pour mettre en place des solutions adaptées pour toutes les régions. Nous avons des exemples concrets au moment de la pandémie. Dans cette période de crise, le gouvernement, les entreprises privées, les organes régionaux ont tout ce qu'il faut pour résoudre les difficultés. Tous les objectifs stratégiques nationaux qui ont été fixés à l'horizon 2030 doivent être réalisés. Les défis actuels doivent nous mobiliser. C'est cela que nous devons faire. C'est l'humeur dans laquelle nous devons travailler. Nous devons viser des résultats concrets pour nos citoyens. Il est évident que nous allons devoir compléter nos programmes, faire preuve de plus d'initiatives, inciter les responsables. Et je demande ici de mobiliser les forums d'initiatives privées dans le cadre desquels chaque citoyen russe peut formuler ses propositions, avancer des initiatives pour sa région, pour le pays dans son ensemble. Encore une fois, je le répète, la situation actuelle est une épreuve pour nous, mais je suis convaincu que nous en sortirons vainqueurs en travaillant ensemble de façon opiniâtre. Nous pourrons surmonter toutes ces difficultés comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire millénaire de la Russie. Voilà, je veux que vous ayez cet esprit. Nous allons donc maintenant passer aux détails. Monsieur Sobyanin, à vous la parole. Bonjour, Monsieur Poutine, chers collègues. Monsieur Poutine, j'ai eu beaucoup de discours avec mes collègues dirigeants des différentes entités territoriales de la Fédération de Russie. Nous soutenons tous sincèrement les décisions que vous avez prises concernant le déroulement de cette opération spéciale. Nous sommes conscients du fait que c'est une mesure qu'on a été obligé de faire, mais que c'était la seule solution possible pour assurer la sécurité non seulement les résidents de la République de Donetsk et de la République de Lugansk, mais aussi des résidents de la Russie et pour l'avenir de la Russie. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés auxquelles nous faisons face et auxquelles nous ferons face dans les jours à venir. De mon côté, je voudrais vous assurer, Monsieur Poutine, que nous allons entreprendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de l'économie régionale et du domaine social. Sous votre direction, ensemble avec le business, les citoyens, les entreprises, nous allons faire tout pour gagner cette guerre économique qui a été déclenchée, comme vous l'avez dit à juste titre, contre notre pays. Je vous remercie d'avoir signé cet ordre sur les devoirs supplémentaires, sur les pouvoirs supplémentaires, ce qui nous permettra de prendre des mesures pour stabiliser encore plus rapidement la situation. J'ai eu sur votre ordre quelques groupes de travail. Nous avons réuni toutes les commissions du Conseil d'État et aujourd'hui nous avons reçu des centaines de propositions de la Fédération de Russie qui viennent du business, de la population. Nous avons
construit un système de coopération avec le gouvernement de la Fédération de Russie via le système du développement économique, l'état-major opérationnel et la commission dirigée par vous. En l'espace de quelques jours, nous avons adopté deux ensembles de changements dans la législation actuelle et des décrets du gouvernement russe qui ont permis de résoudre un certain nombre de questions. Certaines de ces résolutions avaient été discutées plus tôt, pendant des mois et voire des années. Aujourd'hui, ce genre de décisions sont prises en l'espace de quelques jours. C'est une grande réussite de nos collègues du gouvernement et du Parlement. Aujourd'hui, nous avons eu un groupe de travail qui a préparé encore plusieurs propositions que nous allons mettre en œuvre sous différentes formes. Quels sont les domaines sur lesquels nous travaillons concernant cette situation? Première chose qu'il fallait faire, c'était au fond de libérer les autorités des régions pour prendre des mesures budgétaires d'une manière rapide. Ainsi, nous avons fait en sorte que le processus fonctionne pour prendre des mesures anti-crise. Les décisions ont été prises, les lois signées. Je vous remercie pour votre rapidité. En plus, il y a eu des solutions législatives pour simplifier les ordres, les marchés publics. La loi fédérale a été modifiée et c'est une mesure urgente parce que nous ne pouvons pas travailler pendant 6 mois. Les procédures, c'est l'un des encouragements au développement de l'économie, donc il faut que ce genre de mesures soit prise très rapidement. En plus de cela, nous avons pendant assez longtemps discuté de ce qui est lié au soutien du budget des entités territoriales de la Russie. Aujourd'hui, concernant le budget fédéral et régional, on ne voit pas de problème. On voit que la dynamique du remplissement des budgets et des revenus est bien positive. Mais il y a des risques que cette situation puisse changer. D'ici la fin de l'année, nous allons faire face à un déficit sérieux du budget. Les solutions que vous venez d'évoquer nous rassurent que les entités territoriales pourront continuer leur travail normal, stable, dans le cadre des budgets qui ont été adoptés, dans le cadre de la résolution des projets nationaux et dans le cadre de la réalisation de tous les programmes d'investissement pour soutenir l'économie. Pour cela, il faut avoir la conviction, il faut avoir la possibilité d'assurer que les budgets soient stables. Les solutions que vous venez d'évoquer nous donnent ce sentiment de stabilité. Nous avons été d'accord pour apporter les meilleures contributions à l'économie, notamment pour Moscou. Nous n'arrêtons pas la construction du métro, l'achat des transports, le travail avec le chemin ferroviaire de Russie concernant la reconstruction des communications des banlieues, la construction des chemins, des projets sociaux. Tous ces programmes seront réalisés jusqu'à la fin. Ce qui est encore important, en plus des investissements de l'État, ce sont des investissements du business, la construction commerciale, des quartiers résidentiels, des objets industriels, commerciaux, des technopoles, des projets sociaux, etc. Ici, sans l'aide fédérale, nous ne pourrons pas nous passer. Il s'agit de faire des subventions sur les taux d'intérêt, et il s'agit de reconfigurer les programmes des avantages des crédits hypothécaires, la simplification des procédures administratives, tout ce qui est lié à la prise rapide des décisions de construction. Des lois ont déjà été adoptées. Nous travaillons avec le gouvernement sur les propositions concernant les hypothèques et les subventions des crédits des organisations
qui s'occupent de la construction. C'est un domaine très important. Il faut garder les volumes pour que les gens puissent investir dans l'immobilier et pas dans les marchandises importées qui, aujourd'hui, sont achetées suite aux inquiétudes des résidents. Vous savez que ces investissements dans l'immobilier, c'est le meilleur investissement dans l'économie parce que la construction, ça implique 90% des matériaux produits en Russie. Et c'est des centaines, des milliers, pour les Russes, c'est des centaines de milliers de places pour les Russes. Et c'est une source, c'est un moyen de production, de construction. En plus de cela, il faut soutenir d'autres domaines du business. Aujourd'hui, tous les collègues croient que c'est l'une des choses les plus importantes. Je pense au soutien des industries de business, notamment concernant les crédits aux petites et moyennes entreprises. Sur votre ordre, nous avons déjà pris 4 paquets de mesures concernant les crédits et les subventions et des crédits pour les PME. Nous avons déjà pris la décision de faire des subventions pour l'industrie et l'agriculture. Et lors de la dernière réunion, nous avons convenu qu'il fallait prendre la mesure rapidement pour les subventions concernant d'autres moyens, dont la construction, le transport, etc. Je vous remercie, M. Poutine, d'avoir pris des décisions concernant la capitalisation des fonds régionaux du soutien de l'industrie. Nous en avons parlé, mais la décision n'avait pas été prise. Aujourd'hui, vous avez pris cette décision et c'est un bon instrument. Nous allons capitaliser également ces fonds à Moscou. Nous avons décidé de contribuer plus de 10 milliards dans ces fonds de construction de Moscou. Vous avez évoqué l'assistance médicale. Les médicaments, c'est un sujet très important qui a des aspects économiques et sociaux. Ces dernières années, nous avons adopté un nombre de solutions dans le cadre des accords à long terme avec le business et nous avons construit quelques usines à Moscou qui produisent des médicaments, ce qui est à la base des substitutions des importations. Désormais, toute une ligne de ces médicaments seront produites à Moscou. Je propose d'élargir la loi sur tous ces marchés. Je pense aux contrats à long terme, dans le cadre desquels les entreprises devront réélargir leur plateforme et s'occuper de ces substitutions des importations. Je vous propose donc d'apporter ces amendements pour faciliter les procédures et pour que plus d'entités de la Fédération de Russie puissent faire ce genre de travail. En plus, je crois que les programmes, notamment sur les projets nationaux, sur l'assistance médicale primaire, ne devraient pas s'arrêter. Nous devons continuer à moderniser les hôpitaux. À Moscou, ce programme ne s'arrête pas. Nous allons faire tout ce que nous avons promis aux citoyens. En ce qui concerne l'aide sociale, l'assistance sociale, nous soutiendrons les décisions prises au niveau fédéral, les indexations des privilèges sociaux, l'aide sociale, introduire des outils d'aide ciblée et prendre d'autres décisions concernant le soutien du niveau des salaires des personnes qui travaillent sur la base de budget. Aujourd'hui, à Moscou, on voit qu'il y a le minimum historique auquel nous faisons face, mais il s'agit du chômage, mais nous avons un risque de chômage étant donné que les entreprises dont les propriétaires sont des étrangers vont arrêter leur fonctionnement. Donc nous avons trouvé un centre de cadre où on travaille ensemble avec tous ceux qui ont travaillé dans les entreprises qui ferment maintenant. Et donc, on cherche des moyens pour donner un travail à ces citoyens. Nous avons des centaines, des milliers
d'emploi. Il faut donc s'occuper de ce sujet d'une manière très attentive et faire en sorte que les gens aient un emploi. Comme vous avez dit, M. Poutine, nous allons nous occuper de la stabilisation de l'économie. Nous allons nous opposer aux sanctions qui sont imposées contre nos régions, nos villes et le pays en général. Nous allons tout faire pour assurer la stabilité sur les territoires des entités territoriales de la Russie. Ensemble avec le gouvernement, nous allons travailler sur les tâches que vous avez fixées devant nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sobyanin. Comme j'ai dit dans mon discours d'ouverture, je vous demande dans le cadre de la commission dédiée, vous restiez en contact avec vos collègues pour analyser la situation, formuler vos propositions pour le gouvernement. Pour synchroniser notre travail avec le gouvernement, nous avons des réunions hebdomadaires, un groupe de travail, et nous allons travailler ensemble d'une manière rapide sur les questions qui émergent dans les régions. Nous allons échanger nos expériences, suivre la situation et informer les autorités fédérales des nouveautés. Merci beaucoup. Monsieur Khusnoulin, avant. Monsieur Poutine, nous travaillons avec les régions chaque jour d'une façon manuelle. Nous allons vous réunir plusieurs projets en provenance des régions. Nous les avons systématisés. Nous avons convenu de définir la liste des événements. Nous informons toutes les régions des politiques régionales. Il y a eu des réunions de nos vice-premiers avec les autorités locales. Il faut introduire rapidement les mesures sur chaque question. Nous avons préparé un nombre de mesures pour soutenir l'économie régionale. Premièrement, je vous remercie d'avoir décidé de conserver tous les programmes d'investissement. C'est une décision clé. Étant donné le cycle de construction, nous ne pouvons pas arrêter ces programmes pour un seul jour. Nous avons un bon tempo sur tous les projets d'investissement cette année. Donc, nous avons défini les conditions des crédits de privilèges. Maintenant, nous travaillons chaque jour avec les régions sur cette liste. Nous ajoutons des choses et nous avons réduit les taux d'entrée sur les marchandises d'importation importantes. Cette liste est travaillée chaque jour. Nous avons suspendu la fonction de certaines parties de notre législation. Vous avez dit il y a quelques années qu'il fallait déjà se débarrasser de tout ce qui nous empêche de construire des choses. Et donc, je vous rapporte que bientôt, nous allons nous acquitter de toutes les obligations qui nous empêchaient de mettre en œuvre nos projets. Nous avons formé beaucoup de mesures pour soutenir les finances régionales. Nous avons travaillé avec les régions d'une manière très étroite. Je pense à la répartition des apports budgétaires dans les budgets locaux. Je pense au droit des transferts budgétaires. Je pense au pouvoir donné aux régions concernant les impôts. Je pense aux autres mesures, dont la prolongation des droits des régions d'envoyer les résultats, les moyens des crédits sur des projets d'infrastructure et sur la lutte contre les effets des sanctions. Les régions ont également le droit de modifier les projets et leurs délais concernant les crédits. Vous avez dit que nous allons poursuivre les projets et je vous remercie pour cela parce que chaque pays, chaque projet, nous le considérons avec détail. Maintenant,
en regardant les délais, la modification des compositions, etc. Donc, nous avons une plus grande mobilité et un espoir que les crédits seront utilisés pour améliorer le développement des territoires. La prise d'autres mesures que nous venons d'adopter seront utiles également. Je pense aux autres crédits pour 2022. La libération des régions du paiement des crédits au budget fédéral. Les crédits pour des plus longues durées. Monsieur Poutine, je voudrais souligner que dans les conditions actuelles, le temps, c'est de l'argent. Nous avons un travail permanent pour réduire le cycle de construction. Notre tâche est de réduire de 30% les délais de la prise des décisions pour prendre les décisions d'une manière rapide. Concernant la législation, parmi les mesures clés, on peut noter la prise de décision concernant la réduction du temps mis pour travailler sur les documents, de définir les conditions du travail, la simplification des documents de projet. Donc, nous pouvons modifier toutes les choses d'une manière très rapide et poursuivre le travail. Nous avons réduit le nombre de documents pour l'enregistrement des objets. Les délais ont été largement réduits. Concernant les achats, nous avons le droit d'acheter des choses d'une manière plus flexible. Nous avons prévu la possibilité de modifier les conditions des contrats dans divers aspects. Encore une solution très importante, vous avez parlé du financement pour augmenter les avances. Nous avons travaillé sur la réunion de diverses expertises et le travail sur la base du guichet unique concernant tous les documents. Encore une mesure, c'est la réduction des délais de la construction des projets d'infrastructures très importants. Faire en sorte qu'il apparaissent de nouvelles routes et je vous demande d'apporter des modifications. Nous avons proposé des initiatives législatives qui nous permettront de construire plus rapidement tous les objets d'infrastructure. Il y a également eu le moratorium sur les vérifications du business. Donc, en plus de cela, je vous propose de le faire en 2022, d'interdire les vérifications des marchés publics parce que dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est la rapidité de la prise de décision. Nous travaillons aussi pour garder les privilèges et les programmes de privilèges pour les citoyens. Aucun programme n'a été aboli. C'est l'une des priorités parmi nos tâches. Nous avons préparé des mesures que nous avons présentées au président du gouvernement. Il faut également prendre des mesures pour soutenir les constructeurs. Nous avons maintenant des moyens de nos citoyens et il faut travailler sur les mesures pour assurer le financement des divers objets de construction. Aujourd'hui, notre taux d'intérêt est de 10 à 25%. Il y a un risque que les maisons ne seront pas construites et donc les gens peuvent ne pas avoir leur appartement comme à la date prévue. Donc nous espérons que nous allons trouver des mesures pour réaliser les projets rapidement. J'espère que le travail du gouvernement et des régions nous permettra de minimiser les effets des sanctions. Nous avons eu cet exemple pendant la pandémie et les résultats ont apparu en 2021. Monsieur Poutine, il nous reste que vous remercier
et d'organiser le travail le plus rapidement. Je vous remercie. Une petite remarque seulement, je pense que ce sera compréhensible. 50% ou 80% d'avance, évidemment, c'est important. J'ai déjà dit que le taux directeur de la Banque centrale est très élevé et donc les banques commerciales doivent soutenir tous les secteurs de l'économie. Mais quand on prend des crédits dans une banque, il y a toute une discipline financière qui doit être ici absolument contrôlée. Donc il faut que les organes de l'État puissent surveiller tout cela, c'est très important. Notamment pour tout ce qui est sur les avances accordées et suivre comment avance l'exécution des travaux correspondant aux ressources qui ont été accordées. Après, il y a d'autres points techniques dont on peut parler après ensuite. Je vous remercie. Ensuite, Nikitin, à vous. Monsieur le Président, chers collègues, vous avez parlé de l'avenir des enfants et tous les gouverneurs. Nous partons du fait que c'est une responsabilité sociale qui est une priorité majeure pour tout dirigeant de région. Et ça fait partie de nos obligations prioritaires. Vous avez pris une décision très importante sur les nouvelles indemnités pour les familles qui ont des enfants de 8 à 16 ans. Et cela permet de renforcer encore le système de soutien global pour les familles qui souhaitent avoir encore d'autres enfants. Et ce système, c'est plus encore que cela, compte tenu du travail qui est mené actuellement avec le soutien du gouvernement, qui est actuellement fait en matière de modernisation, puisque beaucoup de régions ont introduit donc des indemnités supplémentaires pour les enseignants, pour le personnel médical, parce que ici, on a donc un système général qui permet aux enfants de choisir un avenir qui soit correct et qui leur permette d'avoir le bien-être. Et bien que toutes ces mesures dépendent d'organes différents au niveau de l'État, mais je pense que c'est important que nous ayons donc un système harmonisé qui puisse être suivi de façon unitaire. Et parce que c'est vraiment la condition de l'avenir de notre pays à l'horizon de 10-15 ans. Ce sont ces enfants qui vont construire notre avenir, qui vont faire de notre pays un grand pays et assurer une vie normale. Vous avez parlé de ce contrat social et c'est très important. C'est la possibilité pour chaque personne de s'impliquer dans la vie sociale, de choisir une nouvelle profession. Et je pense que c'est effectivement une petite récompense qui peut aider dans ce choix. Et je pense que c'est efficace puisque, bien entendu, il y a des choses à remettre au point encore, à améliorer en fonction de la situation. On comprend bien que pour les familles qui veulent créer leur petite entreprise, évidemment, ce ne sera peut-être pas suffisant pour acheter du matériel de production, mais donc ici, ça fait partie du contrat social que, par exemple, s'ils veulent fabriquer du matériel pour l'automobile, des souvenirs, je ne sais pas. Donc il y a un achat de matériel qui est nécessaire. Et donc je pense que ce contrat social permet notamment à des pères de famille qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs années, ou si une famille, un des deux parents n'a pas bénéficié d'aide sociale pendant un certain temps, et peut-être que s'ils étaient pas mariés dans ce cas précis, ils auraient des aides séparément. Donc ici, on travaille étroitement avec le gouvernement pour améliorer toutes ces questions liées à l'aide sociale. Je pense qu'on peut résoudre tout cela et c'est très important. Monsieur le Président, il y a tout un tas de décisions qui sont prises. Nous travaillons avec les responsables des régions, avec les responsables fédéraux, sur l'ensemble du bloc social, pour protéger la population qui peut se retrouver sans travail. Aujourd'hui,
on n'a pas encore de gros phénomènes de chômage, mais c'est un phénomène qui peut apparaître et justement, il faut qu'on réfléchisse aux solutions à apporter si cela s'augmentait. Ce qui me paraît important ici d'étendre, c'est la liste des entreprises qui sont constitutives de l'activité de la région et qui sont éligibles à un certain nombre d'aides et qui ont une position importante sur tel ou tel territoire, pour telle ou telle ville, par exemple. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve comme il y a quelques années, il y a 10 ans, donc on a des territoires qui souffrent de ces problèmes. Donc ça peut être moins important que pour d'autres entreprises, mais ce problème de capitalisation pour les régions est très important. Donc merci pour le soutien, l'appui que vous proposez. Et notamment, on a beaucoup d'usines sur notre territoire qui, justement, travaillent à ce programme de substitution des importations. Et donc, évidemment, il y a un déficit de liquidité ici qui est clair. On voit les sociétés qui réduisent un peu leur rythme, mais qui en même temps cherchent à ne pas supprimer d'emplois et qui cherchent à produire des produits qui pourront remplacer ce qu'on importe habituellement. Et Monsieur le Président, encore une fois, merci pour tout ce qui est fait en matière de soutien social, pour le soutien à la maternité, à l'enfance. Et justement, nous avons fêté ces jours-ci, nous avons célébré un forum de la famille. Et donc, merci pour les solutions que vous avez proposées. Je vous remercie. Merci à vous et à tous les autres collègues responsables de région. À propos du contrat social, c'est un instrument qui existe depuis plusieurs années chez nous. On a une pratique d'application et il y a des propositions qui ont été faites pour l'améliorer et je vous prie d'être particulièrement attentif là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Monsieur Ndorgaliev, à vous. Monsieur Poutine, chers collègues, notre commission du Conseil d'État représente les intérêts des régions et travaille ensemble avec le ministère de la Construction pour trouver des solutions aux problèmes actuels. Maintenant, notre travail cherche à neutraliser les conséquences des restrictions. Nous avons pris des lois fédérales et je voudrais remercier le Parlement, le gouvernement russe de prendre promptement des décisions. Ces lois que nous venons d'adopter nous permettent de résoudre rapidement les questions aiguës, dont le changement des projets, les procédures sur la construction des villes. Notre commission continuera de travailler pour réduire des processus trop compliqués concernant les documents. Nous avons prévu la possibilité d'acheter les produits seulement à un seul fournisseur. En plus, il faut prendre un nombre de mesures pour éviter les sanctions. Il faut intensifier le suivi de la construction des objets et réduire le nombre des personnes faisant l'objet de fraude. Il faut augmenter le nombre des constructions commerciales. Je voudrais vous remercier, Monsieur Poutine, tout comme le gouvernement, pour garder les restrictions concernant, pour maintenir les crédits concernant les projets d'infrastructure. Cela nous permet d'avoir la demande pour les voitures et d'autres industries, et pour assurer
le maintien des emplois. Aujourd'hui, nous faisons face à une croissance de prix des matériaux de construction. Il faut acheter des matériaux pour des prix actuels. Il faut que je pense que cette mesure sera très efficace. Nous proposons également de réviser l'exigence sur les garanties de banque quand il s'agit des marchés publics. Et nous avons demandé au gouvernement du pays d'organiser des achats centrales des matériaux de construction dans le cadre des marchés publics, comme ça se fait pour des engrais. Le gouvernement a pris cette décision et le travail se poursuit. Pour réaliser la construction, il faut augmenter le soutien financier. Cela permettra aux entreprises locales de faire concurrence aux autres entreprises. Nous proposons de faire des subventions, des paiements pour le leasing des équipements russes. L'année dernière, notre République a atteint les records pour la construction des logements. Donc nous avons l'intention de garder les mêmes tempos et d'assurer la stabilité de demande. Concernant l'augmentation du taux directeur, le programme des crédits hypothécaires, il y a le risque de la réduction des ventes sur le marché primaire. La part des crédits hypothécaires avantageux représentait 60% de tous les crédits. Donc le programme, il faut le maintenir et élargir dans certains de ces aspects. À présent, certains nombres de ces projets continuent d'être réalisés, mais pour les nouveaux projets, les crédits ont été suspendus. Donc nous demandons de prendre le plus rapidement la décision de faire des subventions pour les crédits dans le cadre du financement des projets. Encore une mesure importante de soutenir les couches sociales les plus vulnérables, c'est la modification des amendes pour le non-paiement des crédits. Dans le même temps, les régions devraient assurer le contrôle de la discipline de paiement par la population et par les personnes juridiques. Je propose aussi de considérer les questions d'investissement, parce que sinon les programmes ne pourraient pas être réalisés. Nous suivons chaque jour la situation concernant les prix des matériaux de construction. Nous nous focalisons sur le choix des équipements qui font l'objet des listes de sanctions. L'objectif principal, c'est de ne pas réduire les tempos de construction. Monsieur Poutine, concernant notre République, nous avons créé un QG pour assurer le développement stable de l'économie. Nous contrôlons les réserves des objets, des marchandises de première nécessité. Nous avons formé des fonds de réserve pour la farine, le sucre et les médicaments. À partir du 19 mars, dans les villes de la République, commencent à travailler des foires agriculturelles qui représenteront les produits des agriculteurs. Nous faisons des subventions à cette production. Les agriculteurs auront assez de graines et d'engrais
et de matériel. Pour soutenir la population, il faut lancer les crédits avec privilège et garder les systèmes actuels. Pour les substitutions des importations, il faut prévoir les mécanismes du financement rapide des projets et travailler sur la coopération interrégionale. Nous attendons à des décisions au niveau fédéral. Nous avons donc créé un centre régional de marketing qui cherche des fournisseurs. Encore un sujet très important, c'est le soutien de la lutte contre le chômage. Ce qui souffre le plus aujourd'hui, c'est les travailleurs de la construction mécanique, jusqu'à 40%. Jusqu'à 15 000 travailleurs des usines n'auront pas de travail jusqu'à ce que les livraisons des composantes arrivent. Donc nous voudrions vous demander le soutien fédéral pour résoudre cette question. Donc en général, nous allons effectuer les tâches que vous avez fixées. Je voudrais donc vous remercier pour le soutien que vous nous accordez. Merci. Le thème que vous avez abordé est très important. Il est pour l'économie, il est important pour l'économie d'une manière générale, mais aussi pour les gens, pour le secteur des services communaux. Mais j'attirerai aussi votre attention, vous en avez parlé, c'est que l'augmentation des prix sur les matériaux de construction, mais aujourd'hui, on a vu que dans les conditions actuelles, ces jours-ci, on a vu que tout ce qui est les produits pondérables, on avait une augmentation des prix inexpliquée. Et je vous demande, ainsi que les autres dirigeants de région, c'est que les événements actuels ne soient pas un prétexte pour l'augmentation des prix, en particulier dans ce secteur. Dans l'ensemble, je vous remercie pour votre intervention. Merci à vous. Ensuite, dans les conditions actuelles, donc nous essayons de maintenir les emplois, encourager les entreprises à court terme, et je pense que c'est important. Donc il faut qu'on trouve aussi des solutions en matière de substitution aux importations. Nous avons pris des mesures importantes aujourd'hui de soutien pour les PME en matière de suivi, de compensation et de paiement rapide et de licence et beaucoup d'autres aspects. À cet égard, compte tenu des propositions qui ont été faites par la Commission de soutien aux entreprises, j'aurai aussi d'autres propositions. En 2022, cette année, nous proposons de baisser les contributions d'assurance à 15% pour notamment tous les salaires. Et cela permettra de stimuler les entreprises notamment après votre décision d'il y a 2 ans pour stimuler le maintien des emplois. La deuxième proposition porte sur le fait de revoir l'enregistrement des petites entreprises. Ici, on pourrait diminuer la barrière. On avait déjà, depuis 2016, on avait donc toutes ces années, on a eu une certaine inflation pendant cette année qui représente plus de 130%. Donc ça a été plus que doublé, les prix ont été plus que doublés. Mais ça entrait, les aides entraient dans la logique d'aide économique. Ici, sur les impôts spécifiques, on a un système d'imposition qui a été simplifié avec le plafond de 200 millions de roubles qui est passé à 300 millions. Mes collègues aujourd'hui
on parlait justement du rôle positif dans l'activité des régions en matière industrielle, et je suis heureux de voir qu'il y a des aides en matière de capitalisation pour les entreprises, mais je voudrais aussi attirer votre attention pour les années en cours. Le niveau de cofinancement des entreprises qui est à peu près à 50%, notamment dans cette situation difficile pour des raisons que nous connaissons. Nous voudrions demander que ce niveau soit revu et peut-être le baisser à 20% en cofinancement propre pour accélérer la mise en œuvre des projets. En outre, nous avons parlé avec la région de Yamal, par exemple, et d'autres entités de la Fédération de Russie. Est-ce que vous pourriez cette année permettre faciliter le financement des organisations et des fonds de soutien qui ne sont pas des entreprises pour pouvoir donner des garanties à ceux qui sont impliqués dans des marchés publics? Aujourd'hui, malheureusement, le Code civil ne nous permet pas de le faire. Donc, je vous remercierai de pouvoir regarder comment on peut modifier la législation sur ce plan. Il y a quelques années, au Conseil d'État, je vous avais demandé si vous pouviez examiner la question de l'accélération des échanges commerciaux de terres qui ne font pas partie des kolkhozes. Le projet avait été approuvé par le gouvernement et autant que je sache, il a été soumis à la Douma, mais n'a pas été adopté. Compte tenu du message que vous adressez, je pense que ce projet de loi serait particulièrement d'actualité et nous voudrions vous demander d'accélérer son examen par le Parlement. Il nous semble qu'il y a 50 millions d'hectares qui ne sont pas attribués et qui pourraient justement entrer dans ce marché, dans cet échange. Merci pour les décisions qui ont été prises aujourd'hui et que vous avez annoncées en matière de crédit aux budgets régionaux. Nous avons fortement baissé cette charge de 73% il y a 5 ans à 42% actuellement. Mais on a aujourd'hui des taux directeurs qui sont importants, donc je pense que nous aurons vraiment besoin d'aide budgétaire ici. Et une autre proposition liée à la loi 44, le montant minimal des contrats aujourd'hui avec le ministère du Développement économique et d'autres structures de l'État, il faudrait que chaque entreprise puisse avoir, il y ait 3 ou 5 entreprises qui puissent proposer des solutions en participant à des marchés publics. Et ce que je dois vous demander, c'est que revoir ces normes pour qu'elles soient plus adaptées, pour qu'on puisse, même quand il y a qu'un ou deux candidats, examiner un tarif. Je vous remercie. Merci pour ces propositions concrètes qui sont tout à fait claires. Donc, je vais demander d'examiner toutes ces questions de plafond, d'aide aux PME et d'échange au niveau des terres. Monsieur Poutine, quelques questions. La première concernant les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a eu les pouvoirs en question et nous préparons ce genre de propositions. Ces mesures sont très sollicitées. Pour les index, il faut le faire. Et nous préparons un paquet de mesures pour l'encouragement fiscal avec le prognostic que nous avons maintenant et les inflations. Nous allons
envoyer ces propositions. Concernant la loi 44, les amendements ont été apportés et le gouvernement a ses pouvoirs. C'est tout un autre aspect de la formation du prix. L'ordre a été défini par la législation. Il faut soit le simplifier, soit passer ses pouvoirs au gouverneur sur place pour que les gouverneurs puissent faire des précisions par eux-mêmes. Très bien, merci. Ne perdez pas de temps là-dessus. Il faut réagir rapidement. Monsieur le Président, nous comprenons ce que dit le gouverneur Alikhanov. Effectivement, cette loi a été rédigée. Nous allons effectivement la soumettre à la Douma et cela permettra de régler cette question des terres plus facile et de simplifier les échanges fonciers. Et cela nous permettra aussi de réaliser, c'est ce que nous avons déjà commencé au niveau des régions, puisqu'il y a des demandes qui émanent de différentes régions. Et cette année, nous avons donc récupéré certaines terres de kolkhoz non attribuées. Et donc, des mesures étaient prises ici sur la mise en circulation de ces terres. Et je comprends bien que ce qui est important ici, c'est d'organiser le travail qui doit être fait sur les terres qui sont entre les mains d'exploitants qui ne les mettent pas en valeur. Et donc, nous allons continuer à améliorer ce système. C'est pareil, ne perdez pas de temps, comme l'a dit M. Alikhanov, il faut mettre en valeur ces terres. Merci. Monsieur Poutine, en vous écoutant, je me suis souvenu du blocus de Leningrad. C'est l'exemple auquel nous réfléchissons. Aujourd'hui, nous faisons face à ce genre de blocus économique. Nous, dans la République de Tchétchénie, nous avons vaincu le terrorisme soutenu par l'Occident. Cet Occident soutient aujourd'hui en Ukraine ces terroristes. Наши вооруженные силы совместно с местными жителями освободили около 500 детей, которых выставили в качестве живого щита бандеровцы. Сейчас идут бои за город Рубежное. Поэтому, Владимир Ильич, нам не страшны экономические